repars là cet après-midi avec une série d'ateliers. Je vais faire le premier atelier. Le thème de l'atelier, c'était donc instrumentation et mission. Je vais te présenter quelques slides, essentiellement pour présenter un peu. Alors après, on pourra évidemment discuter là-dessus, mais un peu ma vision de comment on passe finalement d'une idée qui peut être un objectif scientifique, quelque chose comme ça, à quelque chose qui est a priori réalisable par un CubeSat. Alors, je vais juste présenter quelques slides. L'idée après, c'est qu'effectivement, on en discute. Donc, on peut discuter soit de la méthodologie, soit des outils éventuellement nécessaires pour faire ça. Voilà, donc on va se passer dans les premières phases du dimensionnement d'un satellite. Or, je pense que pour beaucoup d'entre nous, je vais un peu enfoncer des portes ouvertes parce qu'on est déjà plus ou moins passé par là. Mais je pense que c'est aussi important pour les étudiants, surtout ceux qui sont arrivés il n'y a pas longtemps, qui n'ont pas l'expérience des dernières années, où pour eux, peut-être que ça apparaît naturellement, le dimensionnement, alors que c'est absolument pas naturel. Il faut travailler pour avoir un satellite qui tienne dans un CubeSat. Donc voilà, si on prend une démarche, alors j'ai simplifié à l'extrême, mais si on prend une démarche standard, on va dire, de développement d'un satellite, mais enfin c'est vrai aussi pour un projet instrumental quelconque, on part d'objectifs. Alors là j'ai des émissions scientifiques qui peuvent être évidemment aussi techniques, donc on essaye de définir ce qu'on veut faire avec la manip, donc en l'occurrence ici le satellite. À partir de ça, on travaille un peu et on trouve des specs missions, c'est-à-dire quelles sont les contraintes observationnelles, par exemple, ou qu'est-ce que je veux observer exactement, quels critères, quelles caractéristiques. Alors, vous voyez, c'est un peu plus gros, parce que si vous regardez les documents, effectivement, vous partez d'un objectif mission, généralement, vous en avez une poignée, vous avez quelques objectifs. Les specs mission, d'un seul coup, c'est un peu plus gros, vous avez beaucoup plus de contraintes, à partir du moment où vous y réfléchissez, beaucoup plus de caractéristiques. Et puis, à partir des specs mission, vous définissez des specs techniques de besoin, système et puis après sous-système. Et là, c'est vraiment là où vous en avez beaucoup. Là, je ne sais pas, pour ceux qui sont passés par là, on a dû voir qu'effectivement, on a évidemment, c'est là où on commence à faire on a le dur, et c'est là où on a effectivement beaucoup de contraintes techniques qui apparaissent. Alors, normalement, on fait dans ce sens-là, et puis quand on arrive là, on a défini notre satellite. En tout cas, on a commencé à définir notre satellite. Après, il faut faire les définitions exactes des sous-systèmes, et on a déjà une bonne idée du satellite. Bon, en pratique, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Évidemment, ça reboucle, et ça reboucle beaucoup. Alors déjà, ça reboucle normalement dans un projet, on va dire, spatial standard, c'est-à-dire que même si vous partez effectivement des objectifs scientifiques et vous en déduisez, par exemple, la taille de votre satellite et puis un certain nombre de caractéristiques. Dans le cadre des CubeSats, c'est encore beaucoup plus contraint, puisqu'on s'impose tout un lot de contraintes techniques. Donc si on prend un CubeSat, en plus j'ai mis CubeSat étudiant, donc on a le choix dans une poignée de taille de CubeSat. Alors aujourd'hui, c'est de façon plus ou moins standard 1, 2, 3 U. On voit apparaître maintenant les 6 U, les 12 U, voire les 27 U. Donc on a une contrainte de taille, on a évidemment une contrainte de masse. On a une contrainte de puissance électrique qui vient évidemment du nombre de panneaux solaires qu'on arrive à mettre sur ces satellites-là. On a des contraintes de planning. Généralement, on veut arriver à faire des satellites en un nombre réduit d'années. Donc si on prend le projet Janus, il faut développer en 5 ans. On a des contraintes légales. On a la loi sur les opérations spatiales qui nous contraint à descendre en moins de 25 ans. On a une contrainte assez forte sur les orbites accessibles, puisqu'on est embarqué avec un satellite principal. Donc on est dépendant des principales types d'orbites. Alors ça va évoluer un peu avec les lancements dédiés nanosat, mais jusqu'à présent quand même on est très lié aux orbites prises par les satellites essentiellement commerciaux ou scientifiques. On a des contraintes évidemment sur le contrôle d'attitude. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi sur un nanosat. On a discuté déjà pas mal. Il y a un certain nombre de besoins de contrôle d'attitude qui peuvent être délicats à réaliser avec les CubeSats.
Alors, j'ai mis et d'orbite, puisque jusqu'à récemment, il n'y avait quand même quasiment pas de contrôle d'orbite. Maintenant, on commence à avoir des idées pour avoir un peu de propu et donc de faire un peu de contrôle d'orbite. Il y a des contraintes de budget. Si vous faites un nanosat, généralement, c'est parce que vous voulez faire rapidement un satellite qui ne coûte pas trop cher. Surtout si c'est un CubeSat étudiant, c'est encore pire. Généralement, les universités sont pauvres. Donc, vous avez un budget serré. Et puis, alors, j'ai mis comme contrainte, alors ça va, les étudiants. Les étudiants sont effectivement quelque part une contrainte, mais on se la donne à la base. Pourquoi c'est une contrainte? Parce que effectivement, c'est des étudiants, donc ils viennent. Vous, étudiants, venez pour apprendre. Donc vous venez avec des connaissances a priori, on va dire à un niveau plutôt limité dans le domaine spatial, et on vous amène à un niveau normalement supérieur de connaissances. Donc il y a un processus d'apprentissage qui prend du temps. Il y a aussi donc des contraintes pédagogiques. On fait pas, il faut effectivement prendre du temps, et puis il faut évidemment que ça soit intéressant pour les étudiants. Donc voilà. Donc il y a, et puis il y a des contraintes de planning aussi, puisqu'on a des calendriers, il faut que ça soit compatible avec un calendrier universitaire. Donc, in fine, on a énormément de contraintes externes à partir du moment où on se dit je veux faire un CubeSat étudiant. Et donc, forcément, leur rétroaction vers les objectifs scientifiques va être d'autant plus forte. Et donc, avant d'arriver au dimensionnement qu'on a aujourd'hui d'un certain nombre de projets CubeSat, eh bien, on a pas mal itéré généralement, entre les objectifs scientifiques et ce qu'on est capable de réaliser. Alors ça, c'est juste quelques points pour illustrer le fait, ces contraintes. Donc par exemple, si on prend des contraintes d'orbitaux, donc là, c'était, j'avais fait, donc ça date un peu, enfin, c'était il y a un an, en mars 2015, j'avais pris les TLE des CubeSat en orbite. Alors j'ai repliqué la représentation, je crois, à quelqu'un, un stagiaire du CNES, il me semble. Grosso modo, donc j'ai représenté dans ce graphique-là, vers en haut, le rayon, ça représente l'altitude et puis l'inclinaison, avec l'apogée vers les X positifs et le périgée vers les X négatifs. Et ça permet de repérer qu'on ne peut pas faire n'importe... Enfin, que si on prend les orbites classiques jusqu'à présent des CubeSat, eh bien on est limité souvent aux orbites héliosynchrones, ou aux orbites ISS, l'orbite ISS. Donc on a des plans orbitaux bien définis, plus quelques autres plans orbitaux, mais en tout cas on n'a pas une latitude, et on en a parlé ce matin, 70 degrés, c'est pas une orbite classique de CubeSat, quoi, par exemple. Et puis si on rajoute à ça la législation française, alors ça c'est les plans orbitaux, donc on n'a qu'une poignée de plans orbitaux. Et si on rajoute la législation française, on est dans un cercle, si on n'a pas de propulsion ou de système de désorbitation actif, on est dans un cercle grosso modo de 650 km d'altitude pour retomber en moins de 25 ans. Donc au final, on a des contraintes quand même assez fortes d'orbite, donc qui vont aussi contraindre les objectifs scientifiques de fait. Donc ça, c'était pour un peu l'altitude. Et puis après, il faut aussi considérer ce qui est faisable techniquement. Et souvent, on doit faire un compromis entre la fiabilité et la performance. Alors ça, ce sont des graphiques que j'ai repris d'un rapport de la NASA, donc qui date déjà il y a quasiment 2 ans, qui avait fait une revue du state of the art en technologie petit satellite. Et alors j'ai pris 2 exemples. Donc si on prend par exemple l'exemple des gyros, si on veut embarquer un gyro, on le veut généralement qu'il soit petit, qui ne consomme pas beaucoup et qui ait le moins de biais, donc le plus faible biais possible. Et on voit effectivement qu'on arrive à avoir des petits gyros MEMS aujourd'hui, alors avec des TRL importants, enfin TRL supérieur ou égal à 7 ici, donc qui ont pour certains déjà volé, et puis d'autres, enfin c'était en 2014, mais la situation est toujours plus ou moins la même aujourd'hui. On a d'autres composants avec des TRL un peu plus faibles, mais qui a priori vont donner une meilleure performance. Donc on aura toujours un compromis à faire entre fiabilité et performance. C'est pareil ici. Je ne sais même plus ce que j'ai mis là. Enfin, c'est pour les Star Trackers. Donc c'était une étude dans le même document entre le poids, la consommation et la précision des Star Trackers. Donc on voit qu'effectivement pour les CubeSat, on veut descendre la masse évidemment et la consommation. Et on se retrouve avec des produits qui ont un TRL un peu plus faible évidemment, donc un plus fort risque. Donc il y a toujours un compromis à faire entre fiabilité et performance, et on ne peut pas toujours faire ce qu'on veut.
Un autre exemple, c'est la précision de pointage, alors toujours issu du même rapport. Alors c'était intéressant, il montrait effectivement que dans le même graphique, les précisions de pointage pour une poignée de nanosats, ici, et puis la même précision de pointage pour des micros et des mini-sats. Donc on voit effectivement, donc là l'ordonnée c'est la précision de pointage en degrés. Donc on était ici plutôt autour de 0,1 degré, et puis on était entre 1 et 10 degrés pour les nanosats. En 2014, effectivement, le MIT tenait la corde. Et puis, voilà, et puis certaines applications scientifiques. Et on voit effectivement qu'en fonction de ce qu'on veut faire, enfin applications techniques ou scientifiques, en fonction de ce qu'on veut faire, évidemment, par exemple, si vous voulez faire de l'astronomie, on voit effectivement qu'il y a quelques années, c'était complètement hors de propos, puisqu'on était impossible, a priori, en tout cas, il n'y avait pas d'expérience dans le pointage fin de nanosats. Alors ça, on l'a vu encore aujourd'hui, hier, ça évolue très vite. Alors, j'ai pas de graphique à mettre là, mais on a vu ce matin, par exemple, sur les projets comme PIXSAT ou les projets comme ISAT, évidemment, des objectifs de pointage bien meilleurs. Et donc, on va commencer à rapprocher les précisions de pointage des précisions de pointage nécessaires pour un certain nombre de missions scientifiques, par exemple d'astro ou autres. Voilà. Donc ça, c'était pour illustrer un petit peu un certain nombre de contraintes techniques qui arrivent, qui existent. Et alors, comment on fait alors ça, c'est quelques idées un peu en vrac. Comment on fait pour passer finalement d'une idée à la faisabilité technique ? Une première chose, c'est d'essayer de voir ce qui existe déjà. Donc si plus tard, quand vous serez plus étudiant, que vous aurez à dimensionner un nanosat, la première chose, c'est d'essayer de voir ce qui existe déjà, de voir faire de la biblio, de voir les autres projets CubeSat, de parler avec des experts, soit dans les labos, soit au CNES. D'essayer de penser probablement différemment. On ne fait pas la même chose avec un CubeSat qu'on fait avec un satellite normal, enfin normal au sens plus gros. Donc, on pourrait éventuellement dire qu'un CubeSat, enfin, pour ceux qui se souviennent, il y avait eu un slogan il y a quelques années de la NASA qui voulait faire des satellites better, faster, cheaper. Si on veut le paraphraser, on pourrait dire que pour les CubeSat, on essaye de faire better, smarter, cheaper. On essaye de faire un peu plus malin, mais on fera pas forcément, et on fera mieux, mais mieux dans une certaine gamme, pas forcément, on fera pas la même chose que les gros satellites. Et puis, essayer d'exploiter les spécificités des CubeSat, c'est-à-dire trouver une niche. Ça peut être, par exemple, la possibilité de faire un satellite qui a une durée de vie très très courte. Parce que la mission exige une durée de vie très très courte. C'est l'exemple d'Antrisat. D'accord ? Donc là, c'est vraiment une niche CubeSat. Ou utiliser la possibilité de faire des satellites à faible coût de récurrence pour faire une constellation de CubeSat. Là, ça marche aussi. Ouais, trouver des niches. Et puis, l'autre point, c'est qu'il ne faut pas hésiter à prendre des risques. Donc, utiliser des composants généralement donc, miniaturisés, par exemple des MEMS, composants de faible consommation, mais généralement non qualifiés, enfin souvent non qualifiés. Essayer de garder, alors ça c'est, surtout quand on fait les premiers satellites, c'est toujours très compliqué, on l'a vu encore aujourd'hui, hier, qu'il y a toujours, c'est toujours un satellite quand même, donc il y a quand même beaucoup à faire, c'est quand même quelque chose de lourd. Donc on va essayer de simplifier la tâche, donc on va essayer de le garder, quand on dit KISS, Keep it stupidly simple, donc le garder le plus simple possible, mais propre au sens, il faut effectivement que ça soit bien fait, simple mais bien fait. Et enfin, pour des nanosatellites essentiellement donc étudiants, il faut arriver à découper, quand vous êtes dans une université, les travaux à faire en work package. Et ce que ces work packages soient faisables par des étudiants, suivant les formations qu'ils ont, leurs compétences, etc. Et ça peut impliquer notamment, entre autres choses, des compromis entre ce que vous achetez et ce que vous faites. Alors, ça, c'est un peu on va dire les points d'entrée. Puis après, il y a un peu d'analyse mission, alors au sens très large de l'analyse mission. Donc, analyse système, analyse mission. Donc, à mon avis, il faut, dès qu'on a une idée et qu'on pense la faire en CubeSat, faire le plus tôt possible un certain nombre de budgets techniques, donc budget de masse, budget de puissance, etc., et des analyses missions du satellite, donc le faire le plus tôt possible. Et pour ça, il y a un certain nombre d'outils. Donc, certains ont été présentés ce matin, notamment
effectivement, IDM, qui aujourd'hui devient, enfin vous l'avez vu ce matin, vous pouvez faire votre CubeSat en 2 minutes et demie. D'accord. Bon, on vous donne 5 minutes parce que vous ne connaissez pas l'outil. Donc voilà, donc vous pouvez dimensionner rapidement un satellite, voir si ça passe, d'accord. Faire des bilans donc, de puissance, de visibilité, de faire un peu d'orbitaux, etc. Par exemple, vous avez les outils type Celestlab, qui sont quand même très pratiques. Et puis d'autres outils tels que voilà, le bilan de liaison, donc il y a des outils CNES, mais il y a aussi, si on prend les exemples CubeSat, il y a des outils très pratiques donnés diffusés par Ramsat, en particulier Ramsat UK, qui fait des feuilles de calcul très pratiques et très facile, relativement facile à prendre en main pour calculer les bilans de liaison. Enfin bref, donc ça ce sont que des outils, j'ai mis 3 petits points parce que vous en avez probablement vous aussi utilisé d'autres, mais simplement pour insister sur le fait que, voilà, si on veut faire une mission, la première chose à faire c'est de savoir si elle est faisable, et donc le plus tôt possible il faut arriver à faire des budgets, et c'est particulièrement crucial dans le cadre des CubeSat où on a des fortes contraintes techniques. Voilà. Bon, j'ai beaucoup parlé. Et je vais m'arrêter là en fait. Puisque c'est une discussion en atelier. Donc je ne sais pas, si vous avez des réflexions, que je parle dans le micro, si vous avez des réflexions là-dessus, peut-être des outils ou des questions sur voilà, comment on fait. Alors moi je voulais revenir un peu sur les slides d'avant pour tout ce qui était définition de spécification technique de besoin. Aujourd'hui, quand on fait des projets CubeSat, je dirais que c'est un peu compliqué d'avoir une approche, on va dire, une approche d'analyse système qui se conforme au cycle en V classique, dans le sens où avoir une approche qui est top-down, pure, Enfin, ce que je veux dire, c'est que on a l'impression qu'il faut avoir les deux approches en même temps, et pour pouvoir aboutir à des spécifications qui sont en accord avec les besoins scientifiques de la mission et les technologies qui existent aujourd'hui sur le marché, parce que c'est difficile quand même de tout faire développer, surtout comme quand on a l'observatoire, on n'a pas un foyer d'étudiants qui est hyper étendu. Du coup, quelles sont les bonnes méthodes en fait à avoir pour pouvoir aboutir à des spécifications tenant compte des données qui viennent d'en haut et des données qui viennent d'en bas? Est-ce qu'il existe des outils aujourd'hui qui permettraient de merger les deux méthodes pour aboutir à un résultat efficace en fait? Je ne pense pas qu'il y ait de recette miracle. Donc, effectivement, là, j'avais mis un certain nombre de contraintes, et il y en a d'autres, effectivement, qui peuvent être plus spécifiques à une université ou à une autre, ou d'un institut à une autre, en fonction de ce qui est faisable localement. Après, pour merger les deux, c'est pas forcément très simple. Mais par exemple, on a vu des outils type IDM-CIC qui peuvent permettre rapidement, à partir d'une idée qu'on a, d'essayer de voir si c'est faisable avec par exemple, si on prend le catalogue de composants existants, essayer de voir est-ce qu'on arrive à faire notre satellite avec tout ce dont j'ai besoin. Forcément, c'est un processus itératif. Il ne faut pas imaginer qu'on va avoir un seul logiciel, un seul outil qui va nous permettre à la fois de combiner les exigences scientifiques et les exigences techniques. Il va falloir partir d'une idée scientifique, essayer de voir quels sont les specs, essayer de faire le plus rapidement possible. C'est pour ça qu'il nous faut des logiciels pratiques qui nous permettent rapidement de faire un prédimensionnement, partir des exigences scientifiques jusqu'aux contraintes techniques, voir si c'est réalisable avec ce qui existe, et si ce n'est pas réalisable, en déduire on pourrait dire du descoping, comme on dit dans le spatial, c'est-à-dire on va descoper un peu, généralement on descope, on ne dire pas, on descoper un peu les objectifs scientifiques, si c'est toujours faisable, pour essayer de rentrer dans les budgets de masse électrique, etc. Mais il ne faut pas rêver, il n'y a pas, à mon avis, un logiciel qui peut répondre, vous mettez les objectifs d'un côté, scientifiques d'un côté, vous avez votre satellite de l'autre, ça ne marche pas. J'ajouterais peut-être aussi que, de mon expérience, tant qu'on reste à moins de 1000 specs, par exemple, dans un truc, le meilleur outil, généralement, c'est un simple tableau, je pense. Et de plus, à mon avis aussi, il ne faut pas hésiter à identifier les specs qui sont complètement des choix arbitraires et qu'on assume en tant que choix arbitraire,
donc qui sont justement ce que tu définissais, et les autres. Quand même. À mon avis, tant qu'on reste dans les quelques centaines de specs, on peut suivre une logique simple tableur, à mon avis. Un autre outil qui est très utile, c'est l'expert. C'est celui qui a déjà fait un CubeSat. C'est-à-dire que... Gérard. Voilà. Gérard, entre autres. Voilà, effectivement. C'est-à-dire que essayer de parler avec des gens qui se sont déjà frottés au problème. Puisqu'il y a évidemment ce qui est écrit, ce qu'il y a dans les modèles, etc. Et puis il y a tout ce qui relève simplement de l'expérience et du feeling, on va dire. Et le feeling, on l'a quand on a déjà frotté au problème. Donc quand on a une idée, une bonne première démarche, c'est d'essayer d'aller discuter avec quelqu'un qu'on a déjà fait, qui peut dire si ça semble a priori faisable ou pas. Et soulever les bons problèmes d'ailleurs, les bonnes questions. Je voudrais rajouter aussi quelque chose. Je pense qu'effectivement, ce genre de développement-là, on ne peut pas continuer à faire comme on fait classiquement, là, ce fameux cycle où on fait une phase 0 pendant 1 an, une phase A pendant 2 ans, une phase B, etc. Il faut être beaucoup plus agile. En fait, il faut utiliser des méthodes plus agiles. Et ce qui est marqué au tableau, là, c'est tout à fait, enfin, sur l'écran, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de rebouclage. Et aussi, je dirais, il y a un problème d'organisation. On a l'habitude de travailler des fois un petit peu avec des responsables partout, des équipes des fois un peu éclatées. Je pense que si on veut réussir et faire rapidement les choses, on a peut-être intérêt à avoir des équipes plus ramassées, avec des gens un peu plus, on va dire, multitâches. Hein, évidemment, il faut avoir des spécialités, mais il faut regrouper des équipes systèmes, des équipes d'architectes qui vont travailler ensemble et qui vont construire ensemble les choses. Donc il y a une notion peut-être d'organisation qu'on ne met pas forcément en place dans les grands projets de cette manière-là. Après les outils, moi je pense qu'il faut rester simple. Hein, il faut rester. C'est vrai qu'il y a les tableurs Excel, des choses comme ça, c'est très très facile à utiliser pour faire des choses. Hein. On l'a vu hein, même avec IDM CIC. Voilà. Et puis, je pense que c'est ça. Il faut quand même respecter une certaine logique de travail, c'est-à-dire qu'on ne va pas commencer à couper des copeaux si on ne sait pas ce qu'on veut faire. Donc, il faut quand même respecter un peu la logique. Mais je pense qu'aussi, assez rapidement, il ne faut pas hésiter à prototyper, acheter des équipements, les tester, se faire la main. On peut aussi gagner du temps. On a vu, nous, que quelquefois, on dit tiens, cet équipement il nous plaît, on va attendre pour l'acheter ou pour le tester, puis on s'aperçoit qu'à la fin ça va pas. Donc il faut, donc ça demande peut-être un petit peu plus de moyens dès le début, pas que du papier, voilà. Mais je crois que c'est cette méthode d'agilité là dans le développement, il faut la conserver, quoi. S'il n'y a pas d'autres questions sur le sujet, moi j'avais peut-être un point qui m'intéressait, c'est au sujet du dossier de l'os. C'est quelque chose qu'on n'a pas trop abordé pour l'instant. Concrètement, moi pour l'instant, ma connaissance de la LOS, c'est tout simplement Stella. Concrètement, pour déposer un dossier de l'os, est-ce qu'on pourrait détailler un petit peu plus comment ça fonctionne ? Alors, il faut savoir que dans le cadre le dossier LOS, ça peut être très compliqué pour les gros satellites. Donc, on a essayé dans un premier temps de faire des dossiers LOS qui respectent la loi, mais adaptés au CubeSat, au NanoSat. Donc, on en a déjà fait un pour Robusta 1A, on en a fait un autre pour Robusta 1B. On en a fait aussi pour les deux nanosatellites de l'X et d'Emin. Et donc, il y a en fait 2 dossiers à faire. Il y a un dossier technique. Alors, on a un template, en gros, avec des exigences à remplir. Il n'y a pas que Stella, hein. Il y a des tas d'exigences auxquelles il faut répondre. On a déjà essayé de simplifier un petit peu toutes ces exigences par rapport à un gros. Donc, on a quelque chose d'un peu réduit, mais malgré tout, il faut quand même respecter cette loi. On a donc des exemples pré-remplis. Donc, ce dossier technique, on demande au projet CubeSat de le remplir, parce qu'il faut donner des éléments. Il faut donner l'orbite aussi. Donc, ça veut dire que tu ne peux pas le faire trop tôt si tu ne connais pas ton orbite. Parce qu'il faut que l'orbite sur laquelle tu vas être, et c'est à partir de là que tu vas vraiment prouver que tu peux rentrer en 25 ans. Donc c'est un document qui fait entre 20 et 30 pages, hein, 40 pages maximum. Et donc ce document,
doit être plus un document administratif qui demande officiellement au ministère de la Recherche l'autorisation d'être opérateur. Enfin, tu vas décrire tes compétences en termes d'opérateur satellite. On va juger si tu es capable d'être opérateur satellite. Voilà. Donc tu vas dire que tu es l'université machin, que tu t'es appuyé sur telle règle. Bon. Ça, on a des exemples, c'est facile à vous donner comme exemple. Ces dossiers après sont déposés sur une plateforme. Donc on vous donnera un site, on donne un site web sur lequel c'est déposé. Après c'est analysé, alors ça remonte au ministère. La partie technique revient au CNES. On a une équipe LOS au CNES qui va regarder ce que vous avez écrit, qui va faire des remarques ou pas, ou qui va vous dire bah non, il faut refaire un peu les choses, ou précisez-nous des choses. Au bout d'un moment, le dossier va converger. Une fois que le CNES aura analysé ce dossier, il va remonter tout ça au ministère, et le ministère vous écrira une lettre comme quoi vous êtes autorisé à lancer le satellite et que vous êtes conforme à la loi. Ce dossier, ça prend 6 mois. Donc il faut le faire, il faut l'initialiser 6 mois avant le lancement, on va dire. Mais là, par contre, on peut quand même largement vous aider. On a déjà des dossiers qui ont été faits et qui ont été approuvés. Il n'y en a pas beaucoup, mais on sait faire, quoi. Donc il faudra penser, on va dire, 6-8 mois avant le lancement à monter ces dossiers LOS. C'est ce qu'a fait Gérard pour l'X et les mines. Donc on est dans le bon timing. Alors par contre, si vous voulez des sensibilisations à la loi, Oui, c'est intéressant. alors ça, on a un collègue qui se déplace, qui l'a déjà fait dans des universités. Il se déplace en une journée ou une demi-journée. Il vous présente la loi, c'est les exigences, etc. Il vous sensibilise à ce dossier-là. Il vous explique le dossier à remplir. Ça, si vous voulez, c'est possible. Vous voulez réunir des étudiants ou les sensibiliser à la loi, ça, c'est des formations ou des sensibilisations qu'on peut faire. Il y a peut-être justement, si je rebondis un tout petit peu là-dessus, tu disais qu'il fallait 6 mois au minimum pour faire le dossier LOS, enfin, en tout cas pour avoir la réponse du dossier LOS. D'un autre côté, il y a aussi des contraintes, si on utilise les bandes amateurs de déclaration amateurs. Donc je pense qu'aussi dans les contraintes, on essaye de faire des CubeSats qui sont généralement... Aujourd'hui, on prend encore un peu de temps pour les faire généralement de CubeSat, mais si on arrive à accélérer un petit peu les processus de réalisation, j'ai vu qu'il y avait des CubeSat, si je prends encore l'exemple de Pixat ce matin, qui est censé donc être lancé dans 1 an. Donc il y a peut-être des développements qu'on essaye de faire très très rapides pour des CubeSat. Il y a peut-être des délais incompressibles aussi à prendre en compte. Je ne sais pas si... Ça veut dire qu'effectivement, je suis d'accord avec toi, j'espère que des CubeSat, on pourra les faire plus tard en 1 an, 2 ans, ça serait très bien. Mais ça veut dire que dès le début, quand on démarre le projet, qu'on sait qu'on a tout pour le faire, il faut s'intéresser rapidement à la déclaration des fréquences, à la LOS. Il faut anticiper ça pratiquement dès le début, quoi. Oui, ça veut dire qu'il faut avoir, par exemple, si on prend la LOS, il faut avoir l'orbite du satellite. Assez vite. Ouais. Très très vite. Ouais. 6 mois avant le tir. Donc, je ne sais pas, par exemple, sur Pixat, là, ils sont à 1 an du lancement. D'ici la fin de l'année, il va falloir qu'ils s'intéressent rapidement même à la déclaration des fréquences. Je ne sais pas s'ils l'ont fait. Ça a commencé. Mais vous avez compris qu'il y a un interlocuteur en France qui s'en occupe. Il n'est pas encore au courant, mais sur Pixat. Et pareil pour la LOS, quoi. Il faut. Ouais. Oui. Par contre, oui, effectivement, pour la LOS, il ne faudra pas. Ouais, mais enfin, soyez conscient que ça prend. Ouais, mais bon, la LOS, par exemple, si vous y intéressez, si vous lancez en juin 2017, si vous y intéressez à la fin de l'année, c'est bon, quoi. Voilà. Justement, une remarque sur la LAS, est-ce qu'il y a une certaine précision qui est requise sur l'orbite et tout? Parce qu'au final, selon la mission, l'orbite va drifter, enfin, l'altitude va varier.
Par exemple aussi, je sais pas, pour ICESat, il y a peut-être le choix du lanceur qui reste à faire. Je sais pas si le dossier LOS est fait encore pour ICESat ou pas, non? Pour le coup, mais vous devez attendre justement d'avoir les paramètres orbitaux finaux avec une certaine précision. Enfin, c'est pas par exemple on va en Léo, c'est on va à 600 km plus ou moins 5 km. C'est ce que. D'accord. Ok. Tu dois mettre dans le dossier LOS la preuve avec Stella que tu as bien fait tourner ton Stella et que tu mets la courbe de résultat, etc. Donc il s'agit de mettre les bons paramètres. Alors après, ça peut, si tu n'es pas mis en orbite tout à fait là où c'est prévu, ça c'est la dispersion lanceur, bon, tu peux avoir des problèmes, mais au départ tu dois expliquer, quoi. Oui, moi je voulais poser une question. Hier, on a vu les problèmes de collision possibles là, avec l'école polytechnique fédérale de Lausanne. Et quelle est aujourd'hui la législation exactement? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Heureusement, il n'y en a jamais eu pour l'instant, semble-t-il. Enfin, en tout cas, j'en ai pas entendu parler. Mais qu'est-ce qui se passe sur des satellites passifs comme les CubeSat si jamais il y a un incident? Où sont les responsabilités? Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire si on respecte la LOS, mais que quand même il y a un... Oui, bien sûr. Ouais, Enfin, je veux dire, en admettant, parce que, enfin, on peut espérer que les satellites ne se rendent pas dedans exprès. Donc, il y a quand même un problème de responsabilité. Ouais, je pense que comme on est des satellites passifs, c'est au gros d'éviter les petits, là. Ça se fait, hein, aujourd'hui. Il y a régulièrement des alertes, pratiquement toutes les semaines, voire même plusieurs fois par semaine, aux gros satellites pour leur faire des manœuvres d'évitement potentiel de débris, enfin, ou de petits satellites. Ouais, non, mais si ça heurte, j'en sais rien. Ben, c'est ça ma question. Non, mais je pense pas qu'il y ait de... C'est si ça heurte. Toi, tu sais? Micro. Micro, s'il te plaît, parce que pour la captation, il faut les micros. Oui, d'après ce que j'ai compris, pour les juristes, un satellite qui est désactivé officiellement, qui ne fonctionne plus, il est considéré comme un débris. Donc, ça sera la jurisprudence qui le dira le jour où il y aura un procès. C'est pour ça. À l'heure actuelle, pour le moment, de ce que je connais, c'est qu'il y a juste quelques traités internationaux qui constituent la loi spatiale. Et je ne sais pas si des cas comme ça sont pris en compte. Alors je pense qu'il y a des textes qui sont déjà prévus. En tout cas, je sais que la responsabilité revient toujours à l'État, qui est considéré comme État lanceur, même si les objets dans l'espace sont des objets commerciaux, c'est quand même l'État qui est responsable de ce qui a été lancé. Et qu'est-ce qu'un État lanceur? C'est défini dans la loi spatiale. Il y a quelques traités qui traitent le sujet. Ça se règle entre États, je pense, oui. Il n'y a pas forcément que deux États. Un État lanceur, ça peut être l'État qui a effectivement opéré le lanceur, qui a mis le satellite en orbite, mais ça peut être aussi l'État où a été construit le satellite. Donc il peut y avoir plusieurs États responsables d'un seul satellite. Effectivement, si le lanceur il n'a pas mis le satellite où il faut, et que finalement c'est par ce biais qu'il y a une percussion, c'était pas prévu par celui qui a fait le système, quoi. À vrai dire, moi j'ai pas d'expérience de ce type-là en termes de retour. Je pourrais essayer de me renseigner au CNES si on a déjà eu des cas comme ça et problème à régler. Cerise. Cerise. Ouais. Ouais, mais là. Il y a eu un workshop NanoSat à Grenoble il y a quelques semaines et ce point a été abordé et il y a des gens qui ont parlé d'assurance. Bah, des assurances, il y en a pour le lancement, mais alors après, en orbite, je sais pas. Hein. Je pense que peut-être que dans l'avenir, il y aura des assurances pour ces sujets-là, mais pour le moment, les lois spatiales sont, à mon avis, encore un peu trop vagues. C'est un sujet naissant, je pense, c'est problématique.
Sinon, je vais peut-être, pour changer un tout petit peu de... On va essayer de voir s'il y a des réactions. Je parlais un petit peu de logiciels, donc moi j'ai parlé de ceux que je connais, hein, évidemment, IDM, Celeste Lab, et puis la feuille de calcul AMSAT pour les prédimensionnements. Je ne sais pas si dans vos CubeSat ou dans vos expériences respectives, vous utilisez, enfin quel logiciel vous utilisez pour faire les prédimensionnements. Est-ce qu'on est tous sur les mêmes ou pas? A priori, oui. Apparemment, oui. Il y a au moins MATLAB, j'imagine, non? Pour certains. MATLAB Simulink. Non? Donc tout le monde utilise IDM. Grand succès d'IDM. Bravo Jean-Luc. Pour ton outil. Oui, je crois qu'en effet, IDM, on l'a déployé, on le met à disposition. Mais je crois qu'au-delà d'IDM, ce qu'il faut peut-être préparer, c'est les futures collaborations. IDM, aujourd'hui, a été développé pour permettre à un petit groupe de travailler en plateau et puis de mettre au point un référentiel technique qui est partagé. Je crois qu'au-delà de l'application IDM, c'est surtout les bases de données, la standardisation, les schémas XML qui décrivent tout ça qui sont intéressants. Sachez que tout ça, c'est ouvert chez nous. Le schéma IDM, en fait, il est publié. C'est un fichier XML avec un modèle de données qui est publié, avec des API pour faire des imports-exports. Et à la limite, on utilise ou pas l'application, j'ai envie de dire, c'est pas ça qui est très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est surtout qu'on se mette d'accord sur les bases de données standardisées. Un petit peu comme les fichiers d'éphémérides, le standard qu'on a extrait du CCSDS, enfin, le protocole qu'on a extrait, ça devient un standard. Et je pense que ça, c'est intéressant parce que je pense que dans quelques temps, ce qui va être intéressant, c'est de collaborer pour faire les nanosats. Aujourd'hui, je m'aperçois que chaque université eh bien, crée son... Enfin, travaille sur ces nanosats, etc. Et je pense que assez rapidement, on va se poser des questions de collaboration en se disant j'ai un instrument, qui c'est qui peut me fournir une plateforme ou un morceau de plateforme, qui c'est qui me fournit un autre morceau, les générateurs solaires, etc. Donc moi je crois qu'au-delà des outils, ce qui est intéressant, c'est de ne pas oublier qu'il y a travailler sur les standards et là on sera vraiment efficace pour pouvoir travailler de façon collaborative sur ces affaires. Plateforme collaborative. Mot-clé, hein, comme ça. Non, oui, effectivement, je pense que c'est aussi l'intérêt, comme on est quand même, on fait tous ici des CubeSat étudiants, l'objectif c'est quand même d'avoir des standards ouverts aussi pour nous, c'est d'avoir des logiciels libres ou des données libres aussi. Et donc effectivement, je pense que c'est important que voilà, les outils qu'on utilise et les bases de données utilisées par ces outils soient partagées entre plusieurs universités, plusieurs projets. Donc sachez que ces outils, que ce soit IDM, VTS, etc., pour moi l'essentiel c'est de les avoir basés sur des standards qui sont publiés, des structures de données XML, des API qui sont mises à disposition gratuitement, etc., et qui permettent finalement d'être un socle pour construire d'autres outils et pour assembler des modèles. Oui, par rapport à tout ça, donc on voit qu'on essaie d'avancer dans cette direction, mais où est-ce qu'on en est dans les autres pays? Parce qu'on n'est pas les seuls à essayer de faire des CubeSat. Et puis, si j'ai bien compris, il y a des gens qui sont pas mal avancés ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'ils ont, eux, comme outils de cette nature, plateforme collaborative, patati patata? On est en train d'aller dans une direction inexplorée ou bien c'est au contraire quelque chose de très standard dans d'autres pays? Je peux répondre simplement sur ce que je connais. Moi, je participe régulièrement à des workshops internationaux. Il y en a un en Espagne, à Madrid, au mois d'octobre. Tous les 2 ans, l'ESA organise un workshop là-dessus. Je suis en contact avec les gens de la NASA, au JPL. Il y a
pas grand-chose, en tous les cas, ils nous montrent pas grand-chose. Ils sont sur des fichiers Excel. Hein. En gros, tout le monde travaille avec Excel. C'est Excel l'outil de prédilection. Mais sur la standardisation même des modèles, ils n'ont pas fait tellement d'efforts. Les gens, ils font les tableaux Excel, ils s'échangent les tableaux Excel. Voilà. Au niveau européen, eh bien, on essaye de faire avancer les choses au niveau CSS. Bon, on avance, mais la standardisation, c'est quelque chose, par définition, qui est relativement long à converger. Il y a les outils ESA qui se mettent en place. Bon, je ne les connais pas bien, je les ai évalués, j'ai du mal à les... Je ne partageais pas tous les objectifs qui étaient de ces outils. Je ne crois pas qu'ils soient beaucoup utilisés, mais bon. Mais là encore, je crois que bon, ce qui compte, c'est les standards. Donc ce qu'il faut, c'est être présent sur des modèles de données et qu'on soit capable de s'échanger des informations sur des modèles de données. Il n'y a pas énormément d'outils. Hein, à ma connaissance, avec IDM, le couplage qu'on a fait Excel avec un outil de CAO 3D, on a déposé un brevet là-dessus parce qu'on n'en a pas trouvé d'autres. Donc sur ce mécanisme de couplage temps réel entre Excel et la CAO, on n'a pas trouvé. Alors après, on peut faire un projet avec Katia, on peut le faire avec tous les outils de CAO du monde, je veux dire, qui fait le plus fait le moins. Il n'y a pas de souci. Si on est riche, on peut se payer tous les outils qui existent, on peut faire du STK, on peut faire un tas de choses. Hein. Il y en a qui utilisent STK parce que c'était l'autre alternative généralement quand on commence à faire du prédimensionnement. Il faut pouvoir se le payer, quoi. Alors pour les universités, ça peut être gratuit en fait. Alors peut-être, en effet. Alors là, de manière générale, on dit qui peut le plus, peut le moins, mais pour STK, j'ai l'impression que c'est pas très bien adapté. Alors moi, j'étais pas encore dans Hugosat. On avait fait un essai au tout début, avant qu'on connaisse tous ces outils-là. On avait vu STK, on avait réussi effectivement à avoir des licences gratuites. Enfin, STK est assez ouvert, c'est AGI, pour donner des licences. Sauf que c'est un peu une usine à gaz, quoi. C'était un peu l'impression qu'on avait. Et qu'on maîtrise pas, ça fait un peu boîte noire. Voilà, donc l'autre intérêt, alors ça remplace en pratique... CLSLab peut faire une partie de ça. Alors CLSLab est plus ligne de commande, hein, c'est du code. Hein, mais l'intérêt, c'est qu'on sait ce qu'on fait, quoi. Et on maîtrise beaucoup plus le processus. Et après, couplé à VTS pour la visualisation, ça marche très bien. En tout cas, pour nos besoins, ça marche très bien. J'imagine qu'STK est performant pour ce qu'il fait, mais pour nos besoins, ça suffit, je pense. Enfin, c'est mon point de vue. Hein. Non, c'est bon. Bon, s'il n'y a pas d'autres commentaires. On passe Ok, on va passer donc à l'atelier suivant. On va essayer de rattraper un petit peu le retard qu'on a eu ce matin.